C'est Vestelan. Aujourd'hui, ouverture de la page au hasard du livre La source noire de Patrice Van Herzel. Page 348. Une fois de plus, la réalité dépasse la fiction. Et le grand sphinx en profite pour jeter une poignée de nouvelles questions. Un cran plus profond, un cran plus rusé, un cran plus simple. Observons donc ces étranges experienceurs. En quoi diable aurait-il été métamorphosé? Paradoxalement, les tout premiers effets de la NDE sont souvent négatifs. N'avoir plus fait qu'un avec le nectar sublime, comme disaient les rescapés de jadis, puis revenir dans le monde constitue d'abord une source de difficultés terribles. Il faut vous dire que les rescapés rayonnant d'amour, une fois rétablis, commencent généralement par irriter ses proches au-delà du tolérable. Quel emmerdeur! Tout ce qui est rationnel et social le choque. Il trouve nos relations humaines terriblement grossières. Un exemple ? Les programmes télé. Depuis son expérience, ils lui font l'effet, on est aux États-Unis, d'une immonde coulée de vomi dans sa propre maison, sur la tête de ses enfants. Il ne peut laisser se faire ça. Hop, il éteint le petit écran à tout bout de champ. Cela rend les autres furieux. Qu'est-ce qui lui prend ? Depuis son accident, il déraille complètement. Le malheureux doit réapprendre à renoncer, à laisser les siens se gaver de poison sans broncher. Il en souffre énormément. S'enferme des journées entières dans sa chambre. Ce qui le choque le plus à la télé, l'étalage hagard et permanent de la violence dans les films, dans les feuilletons, les reportages, dans la relation que les journalistes entretiennent avec la réalité partout. There was just no reason here to show people killing people. Il n'y avait juste aucune raison au monde de montrer des gens en train d'en tuer d'autres. Me murmure un soir un experienceur, un flic d'origine italienne, d'une voix bouleversée. La rentrée dans l'atmosphère peut prendre des mois, puis lentement, l'indulgence pour le monde revient. Avec elle, souvent, le silence. Une femme tente de transmettre son indicible expérience à son mari. Celui-ci accepte le jeu, mais le jour où elle lui avoue qu'elle aurait tout donné pour pouvoir rester là-bas, en cet autre état, il le prend très mal. Le voyant souffrir, elle finit par se taire. Et pendant des années, elle ne reparle plus de rien, la langue cousue au fond de la bouche. Pourtant, malgré les difficultés initiales, les expérienceurs de 5e stade, nous ne parlerons plus que de cela désormais. Ils représentent, en gros, le 10e de toutes les NDE recensées, prennent bientôt conscience d'un phénomène tout à fait surprenant. Leur névrose semble avoir disparu. Les timides ont brusquement l'orgueil calmé et ne craignent plus de rencontrer le monde. Les masochistes s'aiment soudain plus paisiblement et contemplent avec un certain recul les ressorts tordus qui les ont livrés jadis à la souffrance. Les agités se sentent apaisés, les léthargiques s'activent. Dans tous les cas, la transformation semble avoir emprunté le même sentier. L'expérienceur dit avoir découvert qui il est. De s'être enfin situé ou reconnu l'a amené à s'accepter dans des scénarios fort divers. Scénario de Barbara, fille de fermier de Milan West, mariée, 3 enfants. Elle étouffe sous un confort petit bourgeois épouvantablement conformiste. Névrose aiguë, parano, elle se sent rejetée de toutes parts, ne prend aucune initiative, se transforme lentement en zombie. À 30 ans, un accident d'auto lui brise la colonne vertébrale et manque de la tuer de peu. NDE de 5e stade. Elle revoit sa vie défiler. Une scène compte particulièrement, où elle se rend petite et vient juste de faire pipi au lit. Son père et sa mère se ruent sur elle en hurlant et la tabassent. Barbara revit la scène, mais globalement, elle devient tous les personnages à la fois, comprend tous les rôles à l'intérieur, à la fois adulte et enfant, et brusquement saisit que tout son mal-être futur s'est enraciné là. Elle ne prend parti ni pour l'enfant qu'elle était, ni contre sa mère ou son père. Elle ressent les 3 flux d'émotions. Du coup, elle voit les racines de sa névrose, comprend pourquoi elle s'est toujours sentie rejetée. Elle se pardonne à elle-même et pardonne à ses parents. Plus tard, elle dira « Ce fut comme si soudain j'avais ouvert les volets.
Nous étions tous victimes de structures qui avaient fini par nous dépasser. Nous élevions des murs de plus en plus hauts entre nous. Mais, demande Ring, vous reviviez toutes ces scènes successivement? C'est difficile à dire, répond la jeune femme. Je voyais bien les couches successives de ma vie qui s'étaient accumulées les unes sur les autres. Mais comme par un effet domino, le fait d'avoir compris le début de mon mal se propageait à travers toute ma vie, redressant tout, à mesure que l'onde passait. C'était une réaction en chaîne. Tout se remettait en place au fond de moi, comme une guérison fulgurante. Quand j'en avais le désir, je pouvais m'arrêter, sur tel ou tel événement important, positif ou négatif. Mais en fait, il n'y avait ni positif ni négatif, juste une réexpérimentation globale de tout ce que j'avais vécu. Finalement, Barbara s'en sort. Stupéfaite, elle se découvre avec une énorme envie de vivre et de lutter. Pour la première fois de sa vie, la petite bourgeoise bloquée accepte de plaire. Jusque-là, dit-elle, j'avais toujours voulu cacher mon vrai moi, que je croyais haïssable. Quand quelqu'un me disait quelque chose de gentil ou était sympa avec moi, je pensais ouais, mais ils ne savent pas qui tu es réellement. Après mon accident, j'ai compris que je n'étais pas mauvaise et que je devais simplement être moi. J'ai changé totalement et à jamais. Ça n'a pas été facile car, sans toujours bien comprendre, les miens n'ont cessé de me mettre des bâtons dans les roues. J'ai dû me battre 7 ans pour m'imposer. Cette prise d'identité peut aller loin. Dans certains cas, les soigneurs découvrent qui il est, en termes froidement bibliographiques. Après la très belle et fascinante Angel de M, abandonnée à l'âge de 7 mois, Angel avait été recueillie par de braves gens, un peu bornés, qui élevèrent la fille adoptive de façon extrêmement stricte et traditionnaliste. À 8 ans, une gamine de l'école apprit à Angel qu'elle n'était pas la fille de ses parents. La petite se rua chez elle en larmes. Sa mère avoua, très embarrassée. Après ça, rien ne se mit en place. Angel grandit complètement bloquée. Elle devint une fille gauche et craintive, incapable de prendre le moindre plaisir à vivre. Mais elle était belle. Un riche New-Yorkais l'épousa. Elle mit 5 enfants au monde, devint une bourgeoise idéale de l'ère Kennedy, totalement frustrée. Un jour, elle tomba gravement malade, péritonite avec les reins bloqués. Elle frôla la mort de près. Une nuit, elle a une première vision étrange. Hors de tout contexte, un mot en hébreu se détache sur un fond sombre. Plus tard, elle saura que ça voulait dire au-delà du point d'évanouissement. Un mot qui n'existe pas en français. Son mal empire. Elle tombe dans le coma. Là, elle connaît une NDE carabinée. La fameuse lumière se transforme pour elle en éblouissante cité de cristal. Un être de lumière également se l'approche. Au début, raconte-t-elle, je n'ai vu que ses pieds, nus et blessés. Puis j'ai lentement relevé la tête et j'ai fini par le regarder. Il avait 2 visages superposés, un de beauté et de paix, un autre de souffrance complètement martyrisé. Par une sorte de télépathie émotionnelle, cet être lui communiqua alors une foule d'informations. Entre autres, que la vie ne cesse pas avec la mort physique, qu'il existe des niveaux plus intenses et plus subtils de réalité, que les hommes doivent à nouveau le savoir, et que pour cette raison, Angel, comme beaucoup d'autres, va être envoyée parmi eux. Mais avant de la renvoyer, il lui apprend une chose surprenante. Elle serait née juive, et il lui faudrait, pour poursuivre sa route, retrouver sa famille. Flash étrange, personne ne lui avait jamais rien dit de tel. Sitôt guérie, une force incompréhensible jette la jeune femme à la recherche de son hypothétique famille juive. Son mari la croit devenue folle. Il la conjure d'arrêter, mais elle ne se préoccupe plus de l'opinion des autres et fonce, tête baissée. Pas la filière administrative officielle, aucune piste. Va-t-elle abandonner? Non. Une série de 5 ou 6 hasards très bizarres lui tombent alors dessus. Une fort jolie pièce pour un club de collectionneurs de coïncidences de Vienne. Par une filière apparemment aléatoire, un restaurateur lui parle d'un flic dont la belle-sœur a connu un journaliste qui s'intéresse aux généalogies. Angel se retrouve dans le vieux sud, auprès d'un juge de paix à la retraite. Celui-ci, dès qu'il aperçoit, s'écrie « Ma parole, mais c'est une petite fille Kine !» Il la met aussitôt en contact avec son grand-père, retiré en Floride. Incroyable retrouvaille, l'ancêtre embrasse Angel,
qu'il reconnaît immédiatement comme sa petite-fille. Il lui montre les albums de photos et sa famille. À 34 ans, Angel découvre le visage de son père et de sa mère. Elle apprend qu'elle a un frère qui lui ressemble de façon frappante. Ils vivent tous au Texas. Angel s'y précipite, mais les choses se gâtent. L'accueil est glacé. Celui de sa mère surtout, qui ne sourit même pas. Retour morose à New York. Mais Angel s'aperçoit soudain qu'une énorme boule d'angoisse a disparu dans sa poitrine. Euphorie. Elle sent la force incompréhensible l'envahir à mesure qu'elle achève de reconstituer la genèse de son drame. Rejetée à 7 mois par cette mère qui ne l'a jamais aimée, elle a culpabilisé à mort et puis elle a pris sur elle toute la faute de la rupture. Ensuite, elle s'est pliée sans résistance au désir fanatiquement calviniste de ses parents adoptifs pour se punir elle-même. Mais par quel étrange chemin lui est venue la vérité? En quelques mois, la bourgeoise cafardeuse, frustrée, bloquée, se métamorphose en une femme libre. La lutte n'est pas facile. Angel va divorcer, se convertir au judaïsme, devenir une femme d'action à haut rendement. Elle travaillera notamment à la Maison Blanche comme spécialiste de l'adoption au département de l'aide à l'enfance. Quand j'étais aux États-Unis, la dernière fois qu'elle écrivait un livre sur son expérience, ça devait s'appeler « Au-delà du point d'évanouissement ». La figure de l'être de lumière aux pieds nus, blessé, y tient une place centrale. Dans l'esprit d'Angel, cela ne fait aucun doute. C'est le Christ. Comment concilie-t-elle cela avec sa nouvelle religion? Aucun hiatus. Il lui aura simplement fallu ce retour à ses propres sources pour guérir. Mais les rescapés se fichent du déclivage religieux. Nous y reviendrons. Quadruple transformation, physique, émotionnelle, intellectuelle et spirituelle. À suivre la trajectoire d'une Angel de M, on comprend cependant qu'il soit difficile et même absurde de vouloir tant disséquer que généraliser. L'exultation physique des rescapés que Ring s'est remis à l'étude. Certains NDE reposent sur un retour physiologiquement incompréhensible à la vie. Ken cite le cas particulièrement beau de cette femme stérile au ventre totalement gangréné qui finit par s'éteindre après une longue agonie, morte. Mais non, soudain elle se redresse, pleine d'appétit. Les médecins sont sidérés. Il essaie de comprendre. La jeune femme insiste pour qu'on lui sert au plus vite un bon repas. Les toubibs s'interposent, ordonnent une diète quasi totale. Elle n'a plus d'estomac et les pauvres intestins sont ravagés. Mais un gros repas débarque par erreur dans la chambre de la dame, qui l'engloutit vite fait. La malheureuse a toutes les chances d'y passer, mais non, elle se porte comme un charme. Peu de temps après, elle quitte l'hôpital, fait l'amour et se retrouve enceinte. Non seulement son ventre n'est plus pourri, mais il semble s'être littéralement régénéré. Une nouvelle vie commence pour la jeune femme, totalement illuminée. Pour ceux qui aimeraient vérifier cette histoire peu croyable, la dame s'appelle Betty Small. Sa NDE a eu lieu le matin de juillet 1959 à l'Union Hospital à Haute-Terre dans l'Indiana. Mais quand Kane essaie de remonter aux causes biologiques de cette régénération, les émotions s'en mêlent aussitôt. Comment faire le tri? On sait bien que les joyeux guérissent mieux que les tristes. Or, les expérienceurs ont perdu toute peur de vivre, et c'est peu dire qu'ils sont joyeux. La vie semble choisir de les envahir. Interrogez les médecins qui les ont soignés. Se contentent d'hausser modestement les épaules. Oui, c'est vrai. Il existe des guérisons spectaculaires, mais qui peut dire à quelle marée étrange obéit le flux de la vie? Ring fonde sa nouvelle recherche sur un quadruple matériau, les récits des rescapés, le compte rendu médical de leur état physique, leur réponse à toute une batterie de questions. Enfin, les témoignages de plusieurs de leurs amis. Ont-ils réellement changé ou bien sont-ils des idées? Au 26e cas, Kane n'a plus de doute. La NDE provoque un bouleversement complet du système des valeurs de l'individu concerné. Le démon du « qu'en dira-t-on » par exemple passe à la trappe. Les expérienceurs s'aperçoivent qu'une bonne partie de leur attitude était dictée jusque-là par la peur de l'opinion d'autrui. Vouloir faire bonne impression, désirer la célébrité, craindre le rire des autres, tout cela disparaît de leur vie comme maladie infantile. De même disparaît l'attachement excessif
aux biens matériels dont ils découvrent qu'ils constituent la source véritable de la fameuse insécurité, accable tant les sociétés modernes. A l'inverse, certaines valeurs connaissent une hausse à la verticale. Le goût de vivre, par exemple, je ne m'ennuie plus jamais, est une phrase qui revient sans arrêt dans les récits des expérienceurs du 5e stade. Ils prétendent être ressortis de leur expérience avec les 5 sens lavés. La nature prend une énorme importance. Elle leur semble infiniment plus belle qu'autrefois. Les couleurs, les odeurs, les ombres, les grains de surface, les détails. Ils disent avoir découvert l'importance primordiale des détails de la vie de tous les jours. Ex aequo avec le goût de vivre, retrouver l'attention aux autres. L'autre grande valeur en hausse. Un mélange complexe de patience, de tolérance, de sollicitude, de compréhension, de compassion. Ah, n'en jetez plus de grâce. C'est plus fort que moi, dit une vieille femme. J'aime désormais la plupart des gens que je rencontre, comme des amis très chers. Je ne peux m'empêcher de serrer contre moi, d'embrasser tous ceux qui débarquent à la maison, même les inconnus, ils sont parfois surpris. Depuis mon expérience, dit une femme plus jeune, dès qu'il y a un problème familial ou conjugal dans le quartier, c'est moi qu'on vient consulter. Il faut dire que je ne m'énerve plus jamais. Je vois la peine dans les yeux des gens. C'est pour ça que les gens se font du mal, dit un ancien boxeur. Ils ne comprennent pas que le plus important, c'est notre relation avec les autres. L'amour est la réponse à tout. Corps impossible d'isoler un mécanisme simple. Fouillant ces beaux versements physiques, émotionnels, éthiques, Ring tombe sur une liste des motivations. À la source, disent les expérienceurs, ce qui éclaire désormais leur existence, c'est qu'elle a pris un sens. Fini l'errance molle. Chacun a ses mots, mais un seul les regroupe aisément. Une vie spirituelle s'est éveillée en eux, ou si l'on préfère, à une soif qui les tire en avant. Pas grand-chose à voir avec les religions. La plupart des expérienceurs ne s'y reconnaissent pas, ou plus, dans un culte particulier. Les vieux rituels religieux, les vieux credos leur semblent soudain, au contraire, briser tout élan spirituel. Nul ostracisme pourtant. Certains retournent modestement au temple ou à l'église, parce qu'on y médite mieux qu'ailleurs. Mais aucun faux dieu barbu n'y règne plus. Ce qui avait viré à la mascarade s'évanouit. L'être ultime redevient innommable, et le monde sacré. La source mystique des religions se débarrasse de ces vases millénaires. Nul retour en arrière. Les expérienceurs ne reviennent pas à la Bible des Squaggers, ni à la Torah des intégristes juifs. Un irrépressible besoin de synthèse les fait s'intéresser à toutes les traditions spirituelles à la fois. L'Orient attire d'autant plus qu'ils sont occidentaux. Ne dirait-on pas que le christianisme lui-même prend ses racines à l'Est ? La mystique orientale est plus tranquille, ses techniques plus concrètes, plus modestes finalement. 1000 convergences spatio-temporelles leur sautent aux yeux. La réincarnation devient une évidence pour la quasi-totalité des expérienceurs du 5e stade, qui insistent cependant sur le fait que l'individu moderne a beaucoup de mal, avec son grand ego, à réellement comprendre ce qu'elle signifie. Le vrai moi qui survit à la mort, me dira un garçon boucher de l'Ohio, ce n'est pas bien sûr l'ego, c'est juste le contraire. Or voilà que, comme pour mieux assimiler cette révolution physique, émotionnelle, intellectuelle et spirituelle, les expérienceurs du 5e stade semblent baignés dans un nouvel état de conscience. Ici nous entrons dans une invraisemblable grotte d'Ali Baba, où il nous faut prendre garde à ne pas nous égarer. Plus des 3/4 des expérienceurs du 5e stade, auscultés par Ring, présentent en effet des dons tout à fait extraordinaires depuis leur voyage dans la lumière. Cela rejoint un autre extrait que j'ai pu lire précédemment. Un des premiers, je crois. C'est fabuleux de se retrouver dans les écrits, que d'autres arrivent à exprimer par l'écrit, l'oral, ce que j'ai pu vivre. Peut-être que vous avez pu vivre lors de EMI, MC. Moi qui suis scientifique et qui ai une paralysie côté gauche, pour moi c'est un effort tout le temps de parler.
et de trouver mes mots. Je n'ai pas cette qualité littéraire et ma prononciation parfois n'est pas non plus d'une extrême qualité. Vous n'émettez pas d'effort quand vous prononcez. Moi, c'est un effort constant, quasi constant. Pour m'exprimer, trouver les mots, je me laisse aller. Je laisse mon intuition. Pour la prononciation, c'est un effort. J'espère que c'est pas trop désagréable pour vous et puis que vous êtes compréhensif. C'est vrai que quand on n'y pense pas, articuler sans effort, c'est plus aisé et enviable. Faut profiter. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Bonne fin de journée, bonne soirée. À bientôt. C'était Vestelan.